Oh oui, mes amis, êtes-vous prêts pour la review du vendredi, la télé-reviews de TNA Wrestling? En tout cas, moi, je le suis. Avec la tenue officielle, muscu avec un arrière-goût de Assassin's Creed, oh oui, et mes amis, une actualité assez remplie pour les prochains jours. Pourquoi? Parce que, après cette première gorgée d'eau solarisée, en début de review, je peux vous annoncer que la TLR Stories numéro 3 est terminée. Le montage est terminé. Je l'ai terminé ce matin. Oh oui. Elle fait presque une demi-heure, 27 minutes de vidéo où je vous raconte en détail toutes mes interactions en personne avec nul autre que Vincent Kennedy McMahon. Alors oui, un nom très controversé ces derniers mois, voire dernières années, mais croyez-moi, cette vidéo, quand même, dans tous les cas, on reste bien sûr sur le plan purement professionnel, voire backstage, et vous allez vous taper des barres. Vous allez vous taper des barres parce que même moi, en la re-regardant, je vais la re-regarder une dernière fois avec le montage tout terminé, avec les photos, les insertions, sur l'écran vert, etc. Un montage qui m'a pris littéralement des heures, peut-être pas dire des journées, mais presque facilement, je pense, au moins plus de 20 heures. Mais en attendant, je me tapais des barres qu'à la revoir. Et je vais la regarder une dernière fois pour normalement la poster, mes amis, dimanche. Oh oui. Alors je ne sais pas encore l'heure. Mais si le dernier montage que je viens de terminer ce matin est bon, je la programmerai et je vous dirai à quelle heure demain dans la review de SmackDown. Mais aujourd'hui, non, nous sommes là pour la review de TNA Wrestling du 21 novembre 2024 qui avait encore une fois été enregistré comme celui de la semaine dernière depuis Fayetteville en Caroline du Nord, mes amis. Et donc, alors comme c'est coutume maintenant avec TNA Wrestling, que je regarde depuis maintenant, je crois, 4 semaines. Au début du show, on a une petite vidéo qui nous rappelle les principales storylines en cours à la TNA. Et dans celle-là, pour cet épisode, on a un petit rappel de ce qui s'est passé entre Steve McLean et Josh Alexander, et également entre Joe Hendry et Nick Nemeth. Et ça fait que la foule est chaude, bouillante, elle est chaude et elle chante TNA, à l'instar de JBL qui nous avait chanté ça dans le locker room, dans le vestiaire des extras en 2008 quand je faisais à la WWE mes premiers tryouts, dont je parle dans la TLR Stories numéro 3. Pourquoi? Parce que c'est lors de ces tryouts que j'ai pour la première fois rencontré Vince McMahon, je lui ai serré la main et c'est pas du tout au show, enfin oui, je l'avais vu aux enregistrements télé qu'on avait fait lors de ces tryouts, mais c'était après ces tryouts pour sans donner de spoiler, une petite activité hors tapings que nous avaient demandé de faire les officiels de la WWE. J'y étais allé et grosso modo j'avais passé la journée avec Vince McMahon et John Cena. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la TLR Stories numéro 3 dimanche sur la chaîne. Oh oui mes amis. Et donc, TNA Wrestling commence avec ce petit vidéo package et premier match, nous avons tout de suite un no disqualification match pour le Knockouts Championship entre Alisha Edwards et Masha Slamovich, la championne. Alors le match commence direct avec Alisha qui attaque Masha Slamovich par derrière pendant même pas les annonces, les re-annonces de début de match pour les matchs de championnat. Et là, alors même si l'état d'esprit est bel esprit, surtout pour une heel d'attaquer la face avant le début du match, là on voit quand même, on a vu légèrement le manque d'expérience ou le manque d'instinct catch de Alisha. Pourquoi? Parce que c'est un match de championnat. C'est un match de championnat hardcore, ok, mais c'est un match de championnat. T'attaques ton adversaire avant le début de la cloche. Reste sur elle, garde un rythme soutenu et essaye de la battre dès le début. Parce qu'en fait, là, ce qu'elle nous a fait, Alisha, c'est elle, comme une heel classique de indie, de show indie, de catch indie. C'est elle l'attaque, bam, et après elle se retourne à la foule, elle fait ouais, c'est moi la meilleure, huez-moi. Non, c'est un match de championnat, encore une fois, le titre peut changer demain à tout moment, tu chopes le 1, 2, 3, ça y est, t'es la nouvelle championne, ben reste sur elle, raconte une histoire, raconte l'histoire que t'es prête à tout pour gagner, et que t'es pas juste là pour te faire huer, parce qu'encore une fois, c'est un match de championnat. Les matchs de championnat, c'est limite des gimmick matchs, c'est des matchs où les pinfalls et les soumissions doivent être tout le temps mises over, doivent être tout le temps mises en avant, on doit tout le temps les mettre en avant, pourquoi? Parce que je vous redis, pour les commentateurs, c'est eux qui vous aident à raconter l'histoire que vous voulez gagner le titre, vous voulez devenir champion. Parce que si t'es juste là pour taper ton adversaire et t'es pas là pour vraiment essayer de l'achever pour gagner le match, et ben au final ça prouve que tu t'en fous du championnat. Et donc, attention, Alisha elle a de la bonne hit, mais c'est dans ce genre de cas qu'on voit qu'elle a pas soit des bases solides, soit qu'elle n'a pas été vraiment entraînée
par une vraie professionnelle ou que tout simplement elle n'a pas une énorme expérience indie. D'ailleurs je pense que c'est le cas, je suis quasiment sûr qu'elle a vraiment commencé à catcher quand elle était à la TNA et qu'elle est la femme de Eddie Edwards. Donc le truc c'est que si t'as pas des années d'expérience indie ou que tu t'es pas entraîné avec les meilleurs coachs de la planète, c'est dur d'avoir ces instincts de façon naturelle. Et donc, alors oui ça aussi, d'un autre côté, c'est bon que ce soit un match hardcore parce que ça permet de cacher un peu justement ces petits manques d'instinct ou ces petites lacunes dans la technique ou dans sa façon de catcher in-ring. En attendant, on a eu un match où les deux femmes se sont bien rentrées dans la gueule et surtout elles ont pris pas mal de risques, notamment alors là c'est wow. Alisha a mis un powerbomb à Masha Slamovic sur une poubelle, mais une poubelle posée verticalement. Donc en fait elle atterrit sur la partie qui est pas molle de la poubelle, pas celle qui se plie en deux. Vraiment littéralement l'anneau bien solide qui est en dessous sur le fond de la poubelle. Ça a pas dû faire du bien. Et Masha gagne d'ailleurs dans un match, elle gagne le match assez rapidement, j'ai été étonné, parce que le match faisait littéralement moins de 10 minutes, mais pour un opener, ça passe, ça lance l'action, c'est assez rapide, et donc, comme je vous le dis, de toute façon, on va le redire en conclusion, ce que j'aime avec la TNA, c'est que c'est un style très digeste, les matchs s'enchaînent bien, il n'y a pas de longueur, et oh oui, c'est super, surtout quand vous regardez, 4 shows par semaine, donc un minimum de, grosso modo, allez, 7 à 8 heures de catch par semaine. Sans compter les pay-per-view ou les PLE quand il y en a. Oh oui. Donc début de show TNA, pas mal. On a un deuxième singles match après, un deuxième match féminin, là aussi, encore une fois, bel esprit. Entre match normal, cette fois-ci pas de match hardcore, entre Jody Fret, dont on a parlé, je crois, la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, ou il y a 2 semaines, et Ash by Elegance. Alors, Ashley Sebara, je crois, de son vrai nom, Dana Brooke à la WWE, est toujours aussi ravissante. Ça, on va pas se le cacher. Par contre, tout petit truc, petit détail là, sur ce show, je me suis vraiment attaché sur les détails. Parce que franchement, tous les matchs étaient bons, ils étaient potables, le timing était bon, le show était pas mal, mais donc je me suis vraiment attaché sur les détails. Et là, donc avec Ashley qui a une gimmick de meuf magnifique, de meuf magnifique qui a l'élégance, pourquoi t'as pas des belles bottes bien brillantes, des belles bottes de catch? Parce qu'en fait, elle catch avec des Nike, des chaussures Nike, certes, argentées, mais voilà, ça fait pas ultra classe en fait de catcher avec des sneakers comme on dit, des chaussures de sport. Donc ouais, petite remarque quand même. Moi si j'avais ce genre de gimmick, j'aurais des bottes. De toute façon j'ai des bottes de catch dans tous les cas. Là, les bottes de catch c'est le symbole universel du mec qui est professionnel ou de la meuf qui est professionnelle et qui investit pour sa carrière et dans son look et dans son personnage. Et donc moi j'ai des bottes de catch et Ash by Elegance, je comprends pourquoi elle a pas des bottes de catch, en tout cas des bottes bien stylées à l'image parce que c'est un peu le même genre de gimmick dans un sens que Tiffany Stratton, à l'image de Tiffany Stratton, qui a des magnifiques bottes de catch. C'est pas les seules choses qu'elle a de magnifiques. Et alors, début de match, donc entre ces deux catcheuses, qui fait mousser le perso de Hill, de Ash by Elegance. Grosso modo, elle refuse de monter. Elle monte sur le ring, elle ressort, elle monte sur le ring, elle ressort, elle monte sur le ring, elle ressort. Donc grosso modo, elle fait mousser le fait qu'en tant que Hill, justement, elle refuse le combat, ou alors elle veut rentrer dans la tête de son adversaire babyface qui, elle, veut se battre. Et parfait storytelling très basique, mais qui marche tout le temps, de la heel qui refuse le combat et la face qui veut se battre et qui veut donner donc au public ce que le public veut voir, c'est-à-dire du catch et un match. Donc très bon début de match de commencer comme ça, encore une fois simple mais efficace. Jody Dobbin, quand Jody Fret arrive enfin à mettre ses mains sur Ash, elle domine le début de match, mais avec l'aide de sa coéquipière ringside, Ash prend le dessus. Alors, 2 petits trucs dans ce match, pareil, on note les détails. À un moment, là c'est bien parce que à l'époque quand j'ai commencé les télé-reviews, il y a 67 ou 68 épisodes, je m'arrêtais beaucoup sur ce genre de petits détails. Donc, ne changeons pas une recette qui gagne. Donc là c'est pareil, là je vais le faire dans cette review. À un moment par exemple, il y a Ash by Elegance qui fait un truc joli, elle se la pète, et après elle tente de le tomber. Non, amiga, faut faire l'inverse. D'ailleurs, ça, je suis sûr, on te l'avait dit au Performance Center. Attention, parce que je crois bien que je me suis entraîné déjà avec Dana Brooke, ne serait-ce déjà en session extra, mais également quand je m'entraînais avec les catcheuses, quand je manageais Billy Kay. Mais, non, ça, je suis sûr qu'on te l'a dit au Performance Center. Donc, et d'ailleurs pour vous aussi, les éventuels apprentis catcheurs, voire tout simplement les fans qui veulent comprendre comment le business marche,
Yo, si vous êtes heel, vous venez faire une belle prise, tentez d'abord de gagner le match, 1, 2, ah, merde, il se dégage, et là, vous pouvez vous la retourner vers le public en disant, ouais, c'est moi le meilleur, faites pas l'inverse, parce qu'en fait, ça n'a aucun sens de tenter un tombé après avoir perdu 5 à 10 secondes à vous la péter avec la foule, parce que là, c'est sûr et certain, le gars ou la meuf va se dégager, c'est une question de logique, en fait. C'est comme dans les jeux vidéo, je vous redis, si vous venez, en fait, c'est exactement ça, c'est comme dans un jeu vidéo, vous venez de faire une grosse prise à votre adversaire, vous tentez de gagner le match, et après, vous vous la pétez à essayer d'énerver la foule ou d'énerver votre adversaire pour nuire à son moral. Pas l'inverse, pas l'inverse. Encore une fois, le but c'est de gagner le match en catch, hein, et encore plus dans un jeu vidéo. Donc ça c'était le premier petit truc à un moment, donc je vous dis dans le match, Ash a fait ça, elle fait un joli truc, elle se retourne, elle fait mousser, et après elle tente un tombé. Bof, 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 amiga, je sais que tu peux mieux faire. Et deuxième petite erreur, alors ça pareil, là c'est plutôt du côté de l'arbitre qui était féminin aussi également. À un moment il y a Ash qui a une prise de soumission, et elle plante ses doigts dans le nez ou dans les yeux de son adversaire. Alors je pense que l'arbitre était soit tellement stressé, soit tellement concentré sur la prise ou à transmettre les infos qu'elle a oublié de faire casser la prise à Ashley. C'est-à-dire si tu fais ça, normalement l'arbitre te dit casse la prise, et après tu la casses et tu la reprends. Ça, moi c'est ce que je fais, un bon petit truc de heal, ça c'est bel esprit. T'as la prise, tu mets les doigts dans l'œil, casse la prise, ok, hop, et là tu la reprends direct. Oh oui, bel esprit, magnifique storytelling, mais Ash n'a pas fait ça. Peut-être parce qu'elle a mon expérience indie. Oh non. D'ailleurs, elle a commencé le catch avec la WWE, donc dans tous les cas, respect quand même à son niveau. Et respect donc aussi pour avoir gagné ce match, qui était certes pas légendaire, mais qui a fait le job. Et donc Ash continue à avoir un bon petit push, surtout qu'elle a un très bon personnage et un très bon look de star, avec un super physique. Oh oui. Après, on a une in-ring promo de Mike Santana, donc franchement, comme je le dis depuis pas mal de temps, bonne intensité de Mike Santana. D'ailleurs, j'ai pas compris, il y a eu la coupure pub pendant sa promo, donc en fait, la promo continue à jouer, mais il y avait le son de la pub dans la vidéo sur Watch Wrestling, j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave, j'ai continué à regarder, et j'ai en tout cas continué à regarder la vidéo, pas la promo, parce qu'on n'entendait rien, on voyait juste Mike Santana qui parlait au micro, et par contre, on a vu qu'il est venu se faire couper la parole par Frankie Kazarian, qui est venu lui tenir tête, et je pense qu'on aura un match entre les deux à Turning Point. Oh oui. Et suite à ça, on enchaîne direct sur le match de Frankie Kazarian, qui était opposé à Rhino. Alors Rhino, légende ECW, même légende WWE, franchement on se souvient tous de sa feud contre Chris Jericho, il avait carrément détruit pour la dernière utilisation de ce set le décor de SmackDown. Oh oui. Et donc c'est super, franchement c'est super pour moi de voir Rhino toujours en action et toujours bien over avec la foule. J'ai toujours du respect pour les mecs qui catchent depuis des décennies et qui sont toujours là, qui sont toujours présents, qui ont toujours des belles tenues et qui sont toujours à la télé et qui offrent toujours un catch franchement vachement potable. Même si on a eu un match old school, très old school entre Rhino et Frankie Kazarian, dans tous les cas, respect total. D'ailleurs, pour info, ça aussi respect, j'ai vu récemment, c'était sur Facebook, bon, je ne l'ai pas repartagé, mais j'ai vu un post de Eric Schwartz, qui était un catcheur, qui est un catcheur, été je pense, parce que je pense plus qu'il catch maintenant, mais il est toujours vivant, catcheur allemand, contre qui j'avais catché à la ICW d'ailleurs, légende européenne du catch, et donc Eric Schwartz avait repartagé une photo du catch en Autriche, ou en Allemagne, je sais plus, Allemagne ou Autriche, un des deux, de fin des années 90. Et dedans, on y voyait justement Rhino. Rhino a beaucoup travaillé pour Otto Vance, en Europe, le mec il avait un physique de ouf, il avait des bras énormes, enfin bref, il venait du Canada parce qu'il est canadien, et franchement, bel esprit, parce que ce mec a payé ses dûs avant ensuite d'aller à la ECW, se faire un nom, et après devenir franchement un très bon nom, pas gros nom, mais un très bon nom à la WWE. Monsieur Rhino, respect total, d'autant plus qu'il était venu quelques fois à NXT, et franchement le mec était super sympa. Il était vraiment super sympa, le mec il se changeait, en fait je vous explique, à NXT, à Full Sail, quand on était pour les enregistrements télé, les invités, les big names, avaient entre guillemets leur propre vestiaire. Grosso modo, je crois que c'était la salle de production, il me semble, qui était très grande, une salle de conférence. Mais lui, Rhino, il refusait de faire ça, il se changeait avec nous, il se changeait avec les mecs d'NXT, les boys, et franchement, ça c'était bel esprit. Quand un mec faisait ça, tu sens que c'était un bon gars en fait. Tu sens que c'était un bon gars. Il y avait lui, il y avait Sin Cara qui avait fait ça aussi. Mais bon, Sin Cara, je pense que c'est parce qu'il parlait pas anglais. Il avait pas compris, il avait peut-être son propre vestiaire. Mais voilà, non, franchement, bel esprit, Rhino, respect total. Et respect total aussi à Frankie Kazarian, qui le mec, il montre un physique et un look de ouf. Même à son âge, je crois qu'on avait vérifié dans une review précédente de TNA, il avait 44 ou 45 ans. Respect total. Victoire d'ailleurs de Frankie Kazarian après un match télé. Ils ont fait un match télé. Encore une fois, il n'y a rien eu d'exceptionnel pour les fans d'internet, mais franchement, on s'en tape vu la carrière et la prestance et la présence et l'aura de ces deux mecs. Et franchement, bel esprit encore une fois, respect total, un match. Et c'est ça que j'ai aimé dans cet épisode, c'est que, et j'ai presque envie de dire dans TNA, il y a un savant mélange, un bon équilibre des forces, oh oui, entre les vétérans, légendes et les jeunes talents qui montent et qui ont tellement à apprendre des légendes. Oh oui. Même si là, on a eu deux légendes techniquement qui s'affrontaient. D'ailleurs, je crois que c'est un des commentateurs qui disait la première fois qu'ils ont catché ensemble, c'était en 98 peut-être, ces deux-là.
C'était énorme. Énorme. Respect, mes amis. Respect pour ce match. Et donc, victoire de Frankie Kazarian. Ensuite, alors là, bel esprit. Bel esprit total, mes amis. Si vous n'avez pas regardé ça, je vous conseille au moins d'aller vous regarder ce segment. On a eu une séquence, une vignette séquence filmée façon cinéma entre Steve McLean et Eric Young. Et franchement, c'est super stylé parce que c'était en mode cinéma. Alors peut-être pas avec le niveau de production de la séquence entre Cody et Roman Reigns dans le stade de foot, mais tout aussi franchement scénarisé et franchement avec de la gueule. Et j'ai adoré. J'ai adoré la vibe qu'ils sont en train de filer à Steve McLean qui revit grosso modo des traumatismes liés à son service militaire. Et Eric Young, il essaye de rentrer dans sa tête. Il est excellent dans ce rôle. Oh oui, énorme, la production était top, et franchement, je vous le redis, je vous invite à aller la regarder. Je sais pas si elle va être dispo sur YouTube, mais en attendant, allez sur Watch Wrestling, je sais pas où vous regardez du catch, mais allez regarder au moins cette vignette, elle est environ à la moitié du show, franchement, bel esprit. Et bel esprit encore plus, parce que, bon, après ça c'est un peu personnel, d'accord. J'allais dire, peut-être on devrait pas en rire, peut-être pas, mais soyons honnêtes, on est toujours honnête sur la chaîne. Et d'ailleurs, j'en rigole pas en fait, mais je suis juste honnête. Avec Marcus, quand on était à NXT, Steve McLean qui s'appelait Steve Cutler à NXT. Alors, je vais pas dire qu'il nous faisait peur, mais limite. Parce qu'en fait, ça se voit. Alors, respect total au gars, hein, il s'est donné à fond, il a servi son pays. Je veux dire, le mec, il a failli tout sacrifier il a vu ses amis mourir, ça il nous l'a dit plusieurs fois. Certains de ses potes mourir en Afghanistan, je crois, c'était. Respect. Mais on se disait, ce mec-là, on a l'impression qu'il est toujours à deux doigts de péter un câble, notamment au Performance Center, où des fois l'ambiance était vachement éprouvante, et surtout quand les coachs vous gueulaient dessus comme si vous étiez un gamin de 10 ans, alors que vous êtes un adulte de 30-35 ans qui a déjà tué des hommes à main nue. Bref, tout ça pour dire, enfin je parle pas pour moi, je parle pour Steve McLean. Moi j'ai juste tapé des gens, dans des sports de combat bien sûr. Éventuellement vidage de boîte de nuit, non peut-être pas. Ouais, remarque, c'est-à-dire si ça dégénérait, j'arrivais toujours à calmer le jeu. Bon bref, tout ça pour dire. Ouais, donc avec Marcus, on était toujours là à dire, ce mec-là, vaut mieux le garder à l'œil. Voilà, vaut mieux pas être dans les parages quand il pète un câble. D'autant plus que d'ailleurs, histoire privée, d'ailleurs que j'ai jamais raconté, mais ça c'est pas trop grave. Un jour, on était sorti en boîte de nuit à Downtown Orlando et Steve avait un peu trop bu. Et moi, j'étais le chaperon des boys, parce que j'avais pas bu ce soir-là. Je bois rarement, en fait. Et en fait, ouais, j'ai pris soin de lui, parce que je voyais qu'il commençait à être trop éméché. Il commençait limite, d'ailleurs, entre guillemets, pas à péter un câble, mais presque. Et je fais, vas-y, frérot, dis-moi où elle est ta voiture. Je vais te ramener ta voiture, je vais m'occuper de toi. Parce que je voyais qu'il était plus là. Et c'était triste, en fait, parce que on voyait que, en fait, des fois, vous savez, le Performance Center et le mode de vie NXT, vous montez à la tête. Et franchement, ça vous faisait des fois rentrer dans des spirales un peu dark. Et certaines personnes copaient comme ils pouvaient. Copaient dans le sens, ils essayaient de tenir le coup comme ils pouvaient. Et là, ce soir-là, je sais que lui et d'autres personnes, comme ils le faisaient, il s'est échangé les idées en buvant. Et moi, je fais, non, frère, écoute, tu vas pas risquer de perdre ton boulot comme ça, laisse-moi m'occuper de toi, vas-y, je te ramène. Et franchement, c'est un souvenir qui reste parce que j'ai beaucoup de respect pour lui et pour la carrière qu'il a continué à avoir. Après NXT. Oh oui, mes amis. Donc, franchement, super segment, je vous conseille d'aller le voir. Après, on a eu un tag team match, un match en équipe entre Moose et JDC, qui est l'ancien Fandango, contre deux jeunes, Laredo Kid mexicain et Leon Slater anglais. Donc, anglais bel esprit. Bel esprit, ça veut dire que frérot, t'as un visa de travail. Oh oui, bien joué, amigo. Donc, Laredo Kid, j'en entends aussi de très bonnes choses. Et Moose et JDC, Fandango, ils vont bien gérer ce match. En tant que vétérans, je pense qu'ils vont bien ralentir le rythme et ils vont bien encadrer les deux jeunes. Ça, c'est ce que je pensais en début de match. Et au final, c'est exactement ce qu'on a eu. Même s'il n'y a pas eu énormément de travail en équipe, surtout de la part des babyface. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de bosser en équipe. Je me trompe peut-être, mais je pense pas qu'ils ont l'habitude de bosser en équipe. Et donc, vu qu'on n'a pas eu trop de travail en équipe de la part des deux, on a vraiment eu beaucoup de séquences singles. Ok, moi je fais mes spots, après passe-moi le relais, je fais mes spots, je refais mes spots, je me fais briller. Bon, allez, ça passe parce qu'ils n'ont pas énormément d'expérience et je vous redis, je pense pas que c'est une équipe qu'on va voir régulièrement ensemble. Mais dans tous les cas, ce qui est cool, c'est que il y a eu une histoire quand même qui a été racontée, surtout du côté des Heels, où Fandango se fait défoncer tout le début du match, et c'est Moose qui vient changer la donne, parce que Moose est une montagne, Moose est champion X-Division, et Moose est le game changer. Il change la donne dans le match dès qu'il arrive, et ils prennent l'avantage. Donc bon storytelling, surtout chez les Heels, donc encore une fois, pour faire mousser la taille et le gabarit de Moose. Oh oui, quand on raconte une histoire, Tom LaRuffa est content. Victoire, par contre, très très surprenante dans ce match, des babyface, qui gagne avec une immobilisation de Slater, qui a juste 20 ans. Donc, bel esprit, là aussi, oh oui. Et sur Fandango. Alors, je pense que l'Office Latiana voit beaucoup et aime beaucoup Leon Slater. Bravo à lui, continue comme ça. L'aftermatch, ça se transforme en brawl, avec Laredo Kid qui vient ensuite pour faire le ménage avec une chaise. C'est un booking simple, mais efficace, qui permet de lancer une mini-feud, je pense, entre les deux, et de faire continuer l'histoire et de leur donner un programme.
les gars gagnent le match, ça part en baston, les heels se vengent, et là le babyface arrive avec une chaise. Je pense qu'on va revoir un peu d'animosité entre ces quatre-là, voire entre ces deux babyface et le groupe The System. En tous les cas, c'est ça aussi qui résume TNA, on le verra en conclusion, mais un booking simple, mais efficace. Et franchement, c'est bel esprit. Oh oui, oh oui. Surtout quand c'est le troisième show de la semaine qu'on regarde. Bref, après on a une promo de Joe Hendry. Alors là aussi, là, je commence à capter un peu la vibe Joe Hendry, et c'est bien, mais c'est pas que bien, vous allez comprendre. Joe Hendry, il est bon en babyface, et il a fait une bonne promo de babyface. Mais ça va vite tourner en rond. Parce que c'est one dimensional en fait. C'est genre, I believe in Joe Hendry, ok tu chantes là, ok la foule est contente, mais maintenant il faut donner un peu plus, surtout que c'est du catch. Et le catch c'est, entre guillemets, un sport de combat. C'est censé être un sport de combat dans le ring. Donc si tout ce que t'es là, t'es chanté les chansons Kumbaya, 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 et s'il vous plaît aimez-moi, ta carrière va vite tourner en rond et tu vas pas faire grand chose. Tout ça pour dire, là il montre un peu plus d'intensité quand il se met à parler de devenir champion TNA, champion du monde TNA. Et ça, donc, dans un sens, c'est bel esprit parce que le message est clair. Il annonce la couleur et il annonce son but pour les prochaines semaines, voire les prochains mois, bon, peut-être pas les prochaines années. Mais en attendant, voilà, c'est ça. Il faut qu'il développe son intensité parce que là, franchement, et là d'ailleurs, je l'ai vraiment senti dans cette promo. Son personnage, bon, je m'en doutais un peu, mais j'avais jamais vraiment senti jusqu'à présent. Son meilleur personnage, et ça, je pense que beaucoup le disent, c'est un copier-coller, littéralement, du personnage de Bo Liv, de Bo Dallas, de NXT, en 2014-2015, si j'ai pas de bêtises, bref, pile poil quand j'y étais, qui était un super heel, bien cringe, Bo Liv. Oh oui, oh oui. Mais voilà, c'est un copier-coller, alors que Bo Dallas était heel, alors que Joe Hendry est face, donc bravo à lui d'avoir réussi à adapter ce personnage pour avoir une pop de babyface, oh oui, oh oui, mais bon, je vous le redis, mon petit Joe Hendry, enfin grand Joe Hendry parce qu'il est plus grand que moi, et plus lourd également, ajoute d'autres cordes à ton arc, parce que de toute façon il le sait, de toute façon le mec il a une éclairance de ouf. J'avais partagé une chambre d'hôtel avec lui en Allemagne en 2017, je crois, à la GWF, German Wrestling Federation, d'Armet Chair, dont vous allez voir sûrement un match entre lui et moi de la WS de 2008 dans les TLRAM. Oh oui, oui, d'ailleurs, pour info, j'en profite pour vous le dire. Cette semaine, je vais faire l'annonce dans l'onglet communauté de la chaîne, mais il n'y aura pas de sondage pour les TLRM. Simplement parce que je vais vous fourguer, entre guillemets de force, la dernière TLRM pour laquelle vous n'avez pas encore voté. Et après, il y en a 6 autres qui ont été faites. Je vais en faire d'autres aussi également dès que j'ai l'occasion, vu que maintenant la TLR Stories est terminée. Oh oui, oui, je vais blinder de TLRM, je pense la semaine prochaine. Je vais en faire 4 ou 5 au moins, comme ça on est tranquille pendant 11 semaines. Mais dans tous les cas, cette semaine, il n'y aura pas de sondage pour les TLRM. Ce sera de force, du catch sportif à Nantes avec Hugo Pérez. Oh oui, un match qui est parti dans tous les sens, pour ne pas utiliser d'autres mots. Et donc tout ça pour dire, ouais, j'avais partagé une chambre d'hôtel avec Joe Hendry à la German Wrestling Federation d'Armet Chair, et non franchement j'avais capté que le mec il aime le business, il a compris le business. D'ailleurs je crois que c'est un ancien champion de lutte, oui il me semble, ancien champion de lutte ou de judo, je sais plus un des deux. Non, judo c'est Doug Williams, lui c'est lutte gréco-romaine je crois, et franchement ouais, il peut aller très loin, mais ce personnage, il va vite tourner en rond, donc il va falloir trouver autre chose. Je pense. Ou alors faire un gros heel turn et changer complètement la donne. Ça aussi, ça pourrait très très bien marcher. Oh oui, oh oui. Allez mes amis, avant ça, on a un squash match, c'est même pas un singles match, entre Savannah Evans, qui est assez imposante physiquement, contre une jeune catcheuse qui était mignonnette, Brittany Jade. Et comme je dis, ça sent le squash match. Et c'est un squash match qu'on a eu. Par contre, la foule était bien morte. Alors, Savannah Evans, ok, peut-être elle est impressionnante physiquement, entre guillemets, surtout comparée à Brittany Jade, mais la foule s'en battait un peu. Et elle s'en battait aussi parce que c'est un squash match. Par contre, le seul truc bien, franchement, c'est que, alors, je pense que les producteurs ont dû bien briefer Savannah Evans sur comment faire un squash match. Et comment faire un squash match qui sert à quelque chose. Un squash match, mes amis, surtout si vous avez la chance d'en avoir un à la télé, faites un seul tombé et faites que ce soit le finish. Parce que si vous faites un squash match et vous faites des tombées et que votre adversaire se dégage pendant le match, visuellement et inconsciemment, vous mettez dans la tête des fans que vous n'êtes pas si fort que ça. Alors que si vous faites qu'un seul tombé du match et c'est le tombé final, bel esprit, vous avez pris votre boulot, vous avez fait votre boulot et vous avez su vous protéger. Et c'est exactement ce qu'a fait Savannah Evans. Donc, bel esprit. Au moins pour ce squash match, qui n'était pas exceptionnel là encore, mais c'est simple et efficace, c'est pour établir une future menace, je pense, pour le titre mondial Knockouts. Ensuite, ils font une annonce, et ils annoncent la carte de Turning Point, qui est la semaine prochaine, le 29 novembre, si je dis pas de bêtises. Malheureusement, je vous le dis tout de suite, je ne me ferai pas la review, parce que la semaine prochaine, il y a Survivor Series, je crois bien, si je dis pas de bêtises, et il y aura aussi SmackDown, donc je ferai sûrement TNA, mais pas Turning Point. Je pense pas.
Après, on sait jamais, les amis. On sait jamais, les amis. Peut-être l'envie va m'en prendre, mais voilà, c'est... Oula, entre Raw, NXT, TNA, j'ai presque envie de recommencer à mater EW, ça me revient à l'envie. Je sais pas, on va voir. On va voir, mes amis, on va voir. Tout comme ce qu'on a vu, c'est un très beau main event. Six-man tag team match, alors magnifique. Entre Jake Something, physique de ouf, Hammerstone, physique de ouf, Trent Seven, physique de MRDE. Contre les Hardy Boys et Ace Austin. Alors, comme je l'ai dit, les Heels ont un physique incroyable, sauf pour Trent Seven. Et là, c'est ça qui est incroyable aussi aujourd'hui avec le catch indie, c'est que les gens vont en avoir plein la bouche de Trent Seven. Oh, il est trop bon. Ouais, mais frérot, place-toi du point de vue de la foule lambda qui n'est pas fan de catch, qui n'est pas fan de catch indie. T'allumes la télé, tu vois le physique de Jake Something, d'Hammerstone et Trent Seven. Lesquels font plus superstar et bigger than life et vrai catcheur, et lequel ressemble à un pilier de bar qui est arrivé là par hasard ou un fan qui a enlevé son t-shirt. Trent Seven, le mec que les fans indie adorent. À l'inverse, si on devait en mettre qu'un seul à l'écran, on tombe sur un gars avec le physique de Jake Something. Ouh putain, c'est quoi ça, je regarde. Même sans être, j'ai envie de dire, attiré par les physiques masculins, bien évidemment. C'est juste, waouh, c'est impressionnant un physique comme ça. Hammerstone, encore plus. On change de chaîne, on tombe sur Trent Seven, torse nu. Allez, on change de chaîne direct. Ça retient pas, c'est pas vendeur du tout. Alors, par contre, ce qui est bien quand même, bel esprit quand même, c'est que Trent Seven n'a pas catché, en tout cas dans ce match, en tout cas, avec un style de mec qui a un physique. Donc ça, là je dis d'accord, ok, c'est bon, ça passe, au moins t'as conscience, enfin j'espère, j'ai pas vu beaucoup de Trent Seven, même si je sais qu'il était à NXT UK, au moins le mec, il essaie pas de catcher comme Batista. Et ça passe, bel esprit, oh oui. Ensuite, Hardy Boys, bel esprit, dans leur état de naissance, Caroline, alors je crois que oui, c'est Caroline du Nord ou c'est Caroline du Sud, donc ils sont les bons, peu importe, en tout cas ils sont à la maison. Et ce match c'était super parce que c'était un savant mélange entre les vétérans d'un côté et le New Blood qui amène un peu la jeunesse et la fougue de la jeunesse. Oh oui. On a une très bonne dynamique entre les deux groupes. Et alors oui, alors ça aussi en parlant de dynamique et surtout en parlant de souvenirs, les amis, voir Jeff Hardy se jeter de la troisième corde à l'extérieur du ring, les amis, ça a ramené énormément de souvenirs. Et ça m'a donné, alors c'est même pas une idée, parce que j'avais, inconsciemment, dans un coin de ma tête, il y était l'idée. Mais là, maintenant, je vous annonce, et surtout vu que vous avez adoré ça pour TakeOver, je vais faire, dans les Taylor Stories, des analyses de certains matchs Impact télévisés, parce que j'en ai eu beaucoup plus qu'à la WWE, d'ailleurs, dont certains avec les Hardy Boys. Et il y en a un, spécifiquement, qui était un match, Ladder Match Ascension to Hell, c'est ça, où il y avait 4 équipes, et c'était un match par échelle, 4 équipes pour devenir aspirant numéro 1 pour le titre de champion par équipe. Yo mes amis, ce match-là, vous allez vous taper des barres. Lui, je vais le revoir. Je vais en faire une analyse point par point. Et franchement, dans ce match-là, alors pour vous donner un petit aperçu, j'ai catché ce match avec une commotion cérébrale. Je l'avais eu la veille lors du deuxième match de la soirée, un truc de ouf. Ouh là 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 là, j'en dis pas plus. Et Jeff Hardy, ce jour-là, alors c'est pas que j'ai appris une leçon. Ce jour-là, j'ai compris littéralement dans ma chair et dans la douleur un conseil et une leçon que nous avait enseigné Norman Smiley, qui est peu importe avec qui t'es dans le ring, considère toujours, fais comme si t'es avec le catcheur le plus nul au monde. Voilà, je vous en dis pas plus. Sous-entendu, j'en dis un tout petit peu plus, sous-entendu, garde toujours ton regard sur ton adversaire. Oh oui. Je vous en dis pas plus. On dira tout le reste et je vous donnerai. Je pense que vous rigolerez avec moi, mais moi sur le moment j'ai pas rigolé, parce qu'avoir une commotion cérébrale et se prendre un coup de boule d'un catcheur qui fait 100 kilos, c'est pas amusant. Mais bon, c'est comme ça sera pour les Taylor Stories où j'analyse mes matchs à Impact, notamment avec Jeff Hardy et Matt et Jeff Hardy. Oh oui, voire même les segments micro, ça pourrait être sympa. Ouais, vas-y, je mettrai aussi des segments micro parce que c'était énorme. Qu'est-ce que c'était bon de faire des promos à Impact. On pouvait dire pas ce qu'on voulait, mais presque. Tant qu'on disait le message qu'il nous donnait à dire, bel esprit, et c'est encore plus bel esprit de parler de ça dans une review de TNA Wrestling qui arrive à sa fin, mes amis, parce que c'était le main event. Et les Heels ont gagné ce main event. Alors là, attention, je reviens quand même à ce que je disais, avec Trent Seven qui fait un Burning Hammer, qui était la prise, que je dise pas de bêtises, de Kenta Kobashi, je crois bien. Kenta Kobashi ou Mitsuharu Misawa, ou les deux l'ont utilisé. Bon, le Burning Hammer, comme il le faisait, le mec tombait littéralement sur le cou. Là, Trent Seven, il le fait tomber sur le ventre. Oh oui, bon. Sur Ace Austin, ça passe, parce que Ace Austin n'est pas énorme, donc un mec comme Trent Seven soulève un mec sur les épaules et le fasse pivoter un peu comme une sorte de... Non, c'est l'inverse, oui, c'est l'inverse, il le prend en torture rack. Sur le dos, sur les épaules, sur le dos, il le fait tomber de l'autre côté. Ace Austin, ça va, il est plus petit et plus léger que Trent Seven. Par contre, s'il s'amuse à faire ça sur des mecs plus gros que lui, là, je vais avoir le même problème que j'ai avec Pete Dunne. Oh oui, Pierre Dune. Trent, Thierry 7, Trent Seven, Thierry, Trent, est-ce que Trent, ça pourrait être Thierry 7. Peut-être, mes amis, nous verrons. En attendant, on a vu
Un bon show, encore une fois, un bon show très digeste par TNA. Je vous le dis, en fait j'aime beaucoup leurs produits parce que franchement, les matchs sont pas longs, ça s'enchaîne bien, c'est varié, il y a pas mal de couleurs, de personnages, franchement bel esprit, bel esprit, bel esprit. C'est un très, en plus c'est super le vendredi avant le week-end, enfin le jeudi plutôt, mais moi je le regarde le vendredi, oh oui, oh oui. Et alors, par contre c'est vrai que maintenant, avec un mois quasiment de matage de TNA, ça manque un poil quand même de star power. Parce qu'il y a des stars, mais c'est souvent des entre guillemets des has-been. Quand je dis des has-been, c'est des stars qui ont eu leurs heures de gloire, soit à WWE, soit qui ont fait un passage à AEW, enfin voilà. Ça manque de vrais star power, des stars en mode Cody Rhodes, Roman Reigns, etc. Ça, c'est le premier truc. Et c'est vrai aussi que de production. Parce que ça reste, entre guillemets, ambiance très... Je vais pas dire catch indie, mais les salles sont petites, il n'y a pas énormément de lumière et de fumée et de feux d'artifice. Voilà. Par contre, donc ça manque de star power et de production, mais par contre, je pense que c'est super parce que c'est la vibe qu'il faut pour TNA, surtout que TNA, au final, est une superbe école pour les jeunes talents, pour pouvoir bosser avec des catcheurs un peu plus expérimentés ou continuer à apprendre et à assimiler le style de catch télévisé. Et d'un autre côté, c'est aussi un superbe endroit pour des catcheurs avec un peu plus, voire beaucoup plus d'expérience, pour se réinventer ou pour donner un second souffle à leur carrière. Oh oui, mes amis, après cette magnifique conclusion, oh oui, de ce TNA Wrestling du 21 novembre 2024, je vais vous dire la question sélectionnée cette semaine. Alors c'est une question où le commentaire est très long, de Matt 1669 ou 1669. Alors Matt, tu me dis, je suis du même avis que toi. Je me demande qui pourrait reprendre le flambeau dans l'univers des luchadors. Et mis à part Penta qui est passé semi-luchador, ok, bon, attends, voilà. Voilà, ça me fait remarquer à quel point Rey Mysterio est une légende pour avoir pu tirer son épingle du jeu dans son style de personnage de catch. Pas attention, Rey Mysterio, je précise, il a tiré son épingle du jeu quand il est passé à la WWE. Sinon, à la WCW, c'était une spot fest, hein, c'était que des spots. À la WWE, il a vraiment appris non seulement à bosser le personnage, mais tout simplement à établir sa marque Rey Mysterio. Alors, donc ta question, et donc d'après toi, et ton expérience, avec ce type de catcheur, est-il possible que nous revoyons un prochain luchador d'un calibre équivalent à Rey dans les prochaines années? Et si oui, comment ce dernier devrait-il s'y prendre pour réussir à percer? Merci d'avance pour ta réponse, Tom. Je pense que le sujet est intéressant et que tu es un des mieux placés pour nous donner un avis dessus. Je t'envoie de la force. Merci pour tes reviews. Merci à toi et merci pour ta force et merci pour ton commentaire et ta question. Est-ce que non, l'exposition est bloquée ou non? Voilà, elle est... Ah non, tiens, elle n'était pas bloquée. J'espère que ça va pas arrêter de changer tout le long. Hein. Sinon, ça va faire des clignotés niveau lumière. Bon, bref, mes amis. Alors, mon cher Matt 1669. C'est une très bonne question. Et alors, je vais te dire franchement, non, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Pourquoi? Parce que je suis pas un luchador. J'ai catché quelques fois au Mexique. J'ai catché alors 2 fois au Mexique et des matchs de lucha libre pur et dur, c'est-à-dire vraiment en règle de lucha. Ouais, j'ai dû en faire moins de 5. Et ouais, c'était spécial quand même. Hein. C'est vraiment un style unique, donc, auquel je suis pas du tout habitué, mais... À vôtre, mes amis. Donc, pour te répondre, pour qu'il y ait un nouveau luchador du calibre de Rey Mysterio, en fait, pour faire simple, tu vas comprendre. Enfin, moi, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, de gars avec 20 ans d'expérience et surtout qui est passé par tous ces stades où, quand on se lance dans sa carrière, on a envie de refaire ce que faisaient nos idoles, Macho Man, Bret Hart, Scott Hall, etc. Mais on se rend compte qu'en fait, si on refait comme eux, on va juste être qualifié de copier-coller de ces gars-là. Et c'est ce que tu veux pas pour ta carrière. Tu veux pas être qualifié d'une pâle copie de quelqu'un d'autre. Donc, tout ça pour te dire, c'est exactement ma réponse. Ça va être le prochain gars qui va autant révolutionner ou autant se démarquer que Rey Mysterio dans le business, notamment des high flyers, il va falloir qu'il ait un look totalement différent. Parce que s'il a un masque de luchador classique, on va toujours le comparer à Rey Mysterio. On va toujours voir un autre Rey Mysterio en lui. Ça, c'est le premier truc. Donc le mec, il faudrait qu'il ait un masque en plastique moulé, un peu comme Great Muta, ou alors un maquillage sur la gueule, je sais pas. Mais il faut pas qu'il ait un masque de luchador, parce que je vous redis, on va toujours le comparer à Rey Mysterio ou à Ultimo Dragon. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, deuxième truc, il va falloir qu'il s'adapte au style de catch moderne, c'est-à-dire qu'il fasse des Canadian Destroyers, des trucs comme ça, mais qu'il arrive quand même à établir un personnage très fort et qu'il arrive à raconter de belles histoires dans le ring. Je vous le redis les amis, hein, regardez, ça on nous le disait souvent. On nous le disait souvent à NXT. Regardez un match de Rey Mysterio à la WCW et regardez-en un de lui à la WWE et vous verrez tout de suite la différence. À la WWE, il prend son temps, il vend, il établit une connexion émotionnelle avec la foule et les prises sont juste là pour aider cette connexion émotionnelle à se renforcer.
mais la connexion émotionnelle est faite dans son entrée, dans sa façon de vendre et dans ce qu'il dégage. À la WCW, c'est complètement l'inverse. À la WCW, il connecte avec la foule qu'avec les prises qu'il fait. Donc, il est obligé d'en faire une tonne, il est obligé de faire que des plongeons et des prises de ouf, et chaque fois d'en faire des nouvelles, parce que sinon la foule va faire, oh, mais non, c'est pas Rey Mysterio que je suis venu voir, c'est pas le Rey Mysterio que je suis venu voir, moi je suis venu voir pour faire des prises de ouf, et risquer de se flinguer 50 000 fois le genou, comme ça a été le cas pour Rey Mysterio, le pauvre. À l'inverse, WWE, il peut faire tout un match et connecter autant avec une foule sans faire un seul ciseau de tête. Et si vous comprenez, en fait, alors en tant que catcheur c'est parfait, mais même aussi en tant que fan, si vous commencez à comprendre ou commencer à comprendre cette distinction dans le style de catch et dans surtout la façon de construire une connexion avec la foule, croyez-moi mes amis, c'est que, j'allais dire, je fais bien mon boulot sur la chaîne. Oh oui mes amis, c'était la TLR Reviews de TNA Wrestling, donc on se voit demain, normalement, alors oui, depuis la Roumanie, oh oui, parce que là il est quoi? Il est 13h26, donc dans, très exactement, environ 5 heures, oui c'est à 18h, 5 heures, j'ai mon avion pour aller d'abord à Munich, puis à Cluj, en Roumanie, en Transylvanie. Oh oui, chez les vampires. Ah ou. Donc, tout ça pour vous dire, je pense pas que je vais faire de vlog parce que ça va être très court. Hein. Je vais arriver en Roumanie, il sera minuit. Le show, il est demain samedi et je repars dimanche à 6h du mat. Donc ça vaut pas le coup que je fasse un vlog pour ça. Par contre, je catch avec René Dupré. Oh oui, ça va être énorme. Bon, j'espère qu'il a pas loupé son avion. J'espère qu'il sera là parce qu'on sait jamais avec ces gars-là. Des fois, les gars, malheureusement, ils annulent au dernier moment où il y a toujours des problèmes de vol. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, donc SmackDown sera fait depuis la Roumanie, depuis la Transylvanie. Vous, dans un sens quand même, vous voyagez avec moi. Et surtout, donc n'oubliez pas, je le répéterai bien. Alors attention, je le répéterai bien demain. Dans la review de SmackDown, il y aura la TLR Stories dimanche, mais aussi, alors grande news, j'en ai pas encore parlé, mais le 30 novembre, c'est officiel, oh oui, le TPW Premium sort, oh oui, officiellement, ça va le faire, ça sera énorme mes amis, et donc, ça aussi je ferai une vidéo, alors peut-être pas spéciale, mais je vais avoir la bande-annonce très bientôt du TPW Premium que je pense je mettrai demain dans la review de SmackDown à la fin. En attendant mes amis, gardez le bel esprit, gardez les vibrations très hautes et surtout gardez, oh oui, l'envie de regarder les TLR Reviews. Ah